Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Dans l'actualité, la rentrée dans le secteur de l'éducation nationale pour les enseignants dans la perspective du retour des élèves, préparatifs également dans le secteur de l'enseignement supérieur. La foire commerciale intra-africaine a enregistré un franc succès. Le ministre des Affaires étrangères a fait le bilan. Les résultats sont le fruit des efforts consentis par les plus hautes autorités du pays. La question palestinienne abordée par le chef de la diplomatie algérienne, alors que l'armée d'occupation poursuit son génocide, elle fait appel à 20 000 réservistes supplémentaires. La France se débat dans une profonde crise. Le nouveau Premier ministre revient sur la suppression des 2 jours fériés et tente de trouver une solution aux déserts médicaux. Mondiaux d'athlétisme avec l'élimination de 2 de nos représentants ce matin. En volleyball, il y aura l'entrée en lice du 6 national face à l'Italie au championnat du monde de la discipline. Bonjour à tous, c'est la rentrée ce dimanche pour les enseignants des 3 paliers de l'éducation nationale. En attendant le retour des élèves dans une semaine, des enseignants qui sont d'ores et déjà prêts pour la nouvelle année, ils le disent à Mayalkens. Enseignante, je travaille sur l'Arbit Bessi, Mohamed Belouzed. Aujourd'hui, c'est la rentrée. C'est le premier jour de l'année scolaire 2025-2026. Les préparatifs sont bien faits pour accueillir les élèves. La nouveauté de cette année sera en langue anglaise. Nous avons commencé par plusieurs réunions avec l'équipe de direction afin de passer en revue les priorités de l'année scolaire. Les conseils d'enseignement se sont ensuite tenus par discipline. اليوم 14 سبتمبر راح نمضيو على محاضر التنصيب ومحاضر بداية العمل، محضر الدخول المدرسي، ومن بعد كاين هناك عدة نقاط اللي راح نتناولهم خلال الأيام قبل دخول التلاميذ، أسبوع قبل دخول التلاميذ. La rentrée de l'enseignement supérieur est également prévue la semaine prochaine. Une rencontre a abordé ce matin les prestations universitaires qui connaissent d'ailleurs une amélioration pour l'hébergement. Il sera possible d'introduire des recours, la synthèse de Hajar Messoudi. Parmi les annonces faites, les étudiants dont le dossier de logement a été rejeté pourront introduire un recours en ligne via la plateforme Progress du 16 au 19 septembre. Des travaux de rénovation sont prévus dans certaines cités universitaires du centre d'Alger afin de résoudre les manquements constatés avant la rentrée du 22 septembre. Un nouveau plan de transport universitaire a été validé avec l'ouverture de lignes supplémentaires pour faciliter les déplacements des étudiants. Et pour ce qui est de la sécurité, 97% des cités universitaires sont déjà équipés de caméras de surveillance et d'autres installations sont en cours. Une nouvelle cité universitaire sera ouverte à l'Afroun. Selon le directeur de l'Office national des œuvres universitaires, ces mesures visent à garantir une rentrée universitaire sereine pour les étudiants. Un succès retentissant de la foire intra-africaine d'Alger, les chiffres l'attestent, souligne le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, qui animait une conférence de presse hier, a dressé le bilan de la 4e édition de la manifestation continentale, fruit des efforts consentis en amont. Ahmed Attaf. L'accueil de ce salon par l'Algérie est le fruit de la détermination du président de la République à engager notre pays dans l'exercice de ses responsabilités et à lui permettre d'occuper toute sa place dans la réussite de la renaissance économique globale qui fait aujourd'hui de notre continent un projet vital dans un contexte international particulier. Dans la conviction du président de la République que le développement constitue l'une des clés de la consolidation de la sécurité, de la stabilité et de la sérénité sur notre continent. La volonté du chef de l'État et de mettre en lumière les fondements de la coopération et du partenariat entre les pays africains, tant sur le plan commercial qu'en matière d'investissement, ainsi que d'insuffler un nouvel élan et une dynamique renforcée au processus fondateur de la renaissance économique globale de l'Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a rappelé les résultats significatifs réalisés récemment par le continent, notamment l'obtention par l'Union africaine d'un siège à part entière au sein du G20. Cette volonté de s'affirmer commence à porter, explique l'analyste Bedis Khnissa. Il répondait ce matin à Nisrine Dahmoun. L'Afrique ne se satisfait plus d'être périphérique, elle veut être effectivement une dynamique active, elle veut être à travers l'Algérie un porte-voix de revendications, savoir sur le plan économique, et l'Afrique veut contrôler ses ressources, ses marchés et ses chaînes de valeur
Sur le plan politique aussi, il est très important, la stabilité politique. L'Afrique veut poser une voix lourde au sein de l'ONU, veut peser aussi dans l'équation du G20, elle veut aussi peser dans les négociations, qu'elles soient économiques ou climatiques, qui se font à l'échelle internationale, à savoir le plan diplomatique, où l'Afrique revendique une voix souveraine qui est non dictée par effectivement des pressions, des alliances de circonstances ou des alliances contre-stratégiques. La question palestinienne également abordée par le chef de la diplomatie Ahmed Attaf, cette cause qui enregistre un soutien significatif au sein de l'Assemblée générale des Nations unies. Ce qui découle comme résultat du vote de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est que 142 pays appellent à une solution à 2 États. Ceci a surpris tout le monde, puisque les premières estimations, même nos estimations, étaient de 120 États. C'est ce qui a surpris tout le monde. Le premier à être surpris de cette adoption étaient les Israéliens eux-mêmes. La priorité aujourd'hui pour les Palestiniens, c'est de rester sur cette voie et cette vague de reconnaissance. Beaucoup d'États ont annoncé durant ces 2 derniers mois leur reconnaissance de l'État de Palestine. Cette victoire diplomatique est importante, explique l'analyste politique Badis Khnissa. C'est un jalon très important de le rappeler, ce qui s'est passé à l'ONU, à l'Assemblée générale. Cependant, tant qu'il n'y a pas eu de sanctions, de convergence notamment sur la nécessité des États, y compris occidentaux, y compris certains soutiens directs ou indirects de l'entité sioniste, à devoir établir des sanctions claires, des directives coercitives contre cette entité sioniste voyou, effectivement. Donc, vous voyez bien que le rapport de force diplomatique est important dans cette équation, et c'est pourquoi je pense que beaucoup d'États aspirent à inverser les rôles, mais surtout aussi inverser les équilibres en appuyant davantage de pression sur l'entité sioniste tout en restant pragmatique. En attendant, la machine de guerre israélienne renforce ses moyens. L'entité sioniste convoque cette semaine 20 000 réservistes. Ils s'ajouteront aux 60 000 déjà mobilisés depuis le début du mois. Ces officiers sont mobilisés en Cisjordanie, aux frontières de la Syrie et le Liban. Certains attendent le signal pour l'encerclement de la ville de Gaza. Le décryptage de l'analyste politique Bahar Kimounjir, contacté par Rabia Slimani. Ils ont réussi à démanteler les rares forces qui ont réussi à tenir tête autant d'années face à cette machine de guerre. Pourquoi ils déploient leurs forces sur les frontières des pays voisins? Leur rêve de Eretz Israël prépare le terrain pour justement étendre leur territoire. Sur le plan politique, il était important d'éliminer toute forme de résistance politique, idéologique. Il y a le volet évidemment économique, contrôle du littoral, des gisements gaziers que l'on a détectés au large de Gaza et qui probablement s'étendent vers le nord de la partie levantine, sachant que la Syrie et le Liban sont quand même des pays extrêmement fertiles. Nous sommes en pleine Troisième Guerre mondiale avec un État fasciste impérial qui est Israël. On est dans une posture encore plus grave que ce qu'on a connu durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une politique d'extermination et on s'en cache pas. Et avec l'intensification des frappes, nous assistons à une déportation forcée des civils vers le sud, souligne le journaliste Rami Aboujamous. Il répond depuis Gaza City à Rabia Slimani. Intensification de bombardements, surtout des immeubles et des tours. Toujours la même stratégie de déplacement par les bombardements. Il y a beaucoup de flux de déplacés vers le sud. Il y a un grand manque de camions, de voitures, etc. C'est pour ça qu'il y a un grand embouteillage. Ils sont en train de cibler le camp de réfugiés de Charté depuis la nuit dernière. Ça s'arrête pas. Il faut tout effacer, comme ils ont fait à Jabalia. La ville de Gaza est toujours sous le feu des bombardements. Ou bien, dernière tour qui a été ciblée s'appelle Tour Al-Nour. Des milliers de gens qui sont dans la rue à cause de ces immeubles-là. Depuis ce matin, une douzaine d'immeubles ont été détruits. Toujours l'incitation d'aller au sud avec des tracts qui a été lancés ce matin aussi avec d'autres opportunités. Ils ne parlent pas que de la zone de Al-Mawasi parce qu'ils savent très bien que la zone Al-Mawasi est surpeuplée. Donc ils ont commencé à donner d'autres choix. Mais il y en a beaucoup qui restent. Moi personnellement, je reste. Je ne veux pas déménager pour le moment. Je vais rester à la dernière minute. Et ces dernières 24 heures l'on dénombre à Gaza 2 nouvelles victimes de la famine. Le nombre total dans l'enclave dépasse les 400 personnes, dont 145 enfants victimes de la famine. Les enfants sont toujours une cible de l'armée sioniste, y compris lors des bombardements. Le témoignage de Hamada Abouchawish, contacté par Karima Bennour.
Elle a reçu un coup dans la tête, un tir de missile quadcapteur dans les débris ont traversé son crâne, entraînant une paralysie partielle de son corps du côté gauche. Elle a besoin d'être transférée à l'étranger en urgence. Il y a beaucoup de cas ici, comme ma fille, qui souffrent de traumatismes crâniens, des amputations de différentes parties du corps. Il n'y a pas de prise en charge ici. Les hôpitaux sont détruits. Il y a aussi des enfants qui sont affamés. Ils ont besoin de lait, de nourriture adaptée. Je suis maintenant à Khan Younes. Ils nous bombardent sans préavis. Donc le témoignage du père de Hala, âgé de 13 ans, devenu aujourd'hui handicapé. La France fait machine arrière sur la question relative à la suppression des 2 jours fériés pour réduire le déficit budgétaire. Le nouveau Premier ministre a tendu la main à la gauche au lendemain de la dégradation de la note de la dette française. Concernant le secteur de la santé, le nouveau Premier ministre fait une nouvelle offre, un secteur qui s'appuie grandement sur des compétences issues de l'immigration, une immigration stigmatisée dans ce pays d'ailleurs. L'analyse de Hassan Qassimi, il répond aux questions de Mayel 15. En ce qui concerne la problématique de la migration et particulièrement dans le secteur de la santé, la France, vous devez savoir que pratiquement tous les hôpitaux français sont, dans une majorité, sont encadrés par des médecins. Et pour ce qui concerne les Algériens, on a à peu près 10 000 médecins qui sont en France. Et avec tout cela, la France continue dans une situation de détresse et de désert sanitaire. Vous avez beaucoup d'hôpitaux à l'intérieur du pays qui ont fermé, des services de proximité sanitaires qui ont fermé, et la France, bien sûr, est face au mur parce qu'elle a des contraintes budgétaires insurmontables qui font que la France actuellement n'arrive pas à maintenir des services publics vite pour le soin des populations françaises, pour la prise en charge des populations françaises, ce qui fait que le désert sanitaire, et bien sûr, pas uniquement sanitaire, dans les autres secteurs sociaux aussi, ce sont des services publics qui sont en train de fermer et qui font que maintenant, pour avoir un rendez-vous chez un médecin, chez un dentiste, chez un cardiologue ou chez un ophtalmologue en France, il faut attendre plus de 4 à 5 mois. Des propos recueillis par Mayel 15. Des pluies orageuses sont attendues ce dimanche et demain sur plusieurs wilayas du pays. Un BMS est émis pour Ain Salah, Borj Bedji Mokhtar, Taman Rasset, Tindouf, Bni Abbas, Timimoun, Borj Bedji El Mokhtar. L'alerte qui demeurera, je le disais, en vigueur jusqu'à demain. Développement de l'agriculture, le soutien inclut l'irrigation à travers les autorisations de forage délivrées aux opérateurs, des forages qui sont strictement réglementés. Correspondance de Mahfoud Karkar depuis le Mnia. Les autorités publiques à l'Mnia continuent leur accompagnement au profit des agriculteurs et investisseurs, cela par l'attribution des forages agricoles. Ahmed Sherif, directeur ressources en eau. Le semestre, M. Louali a signé 124 décisions de fonçage, y compris 216 forages. Il y a 2 forages, 3 forages, 4 forages dans la même décision, dont 15 décisions de l'exploitation des forages. Parce qu'il y a des exploitants qui n'ont pas d'autorisation de fonçage dans le temps, mais maintenant, avec la loi 148-21, il peut avoir une autorisation d'exploitation de puits comme sorte de recensement des puits est déjà réalisé. L'importance aux cultures stratégiques. Les fellahs qui ont fait des forages sans décision, ces fellahs qui font des maïs et des cultures stratégiques durant l'année, ces fellahs peuvent rapprocher la direction d'hydraulique pour leur délivrer l'autorisation d'utilisation des eaux souterraines. Des lacs causés par des forages illicites. Chaque demande sera étudiée selon l'endroit et la section ou le point de forage. Ce qui fait danger, ces forages illicites. Ils ne sont pas réalisés dans les normes. On fait boucher en surface le forage, mais s'ils ne sont pas sûrs du travail au fond, il y aura toujours des pertes. Les apports viennent de ces forages qui ne sont pas autour du lac, ils ne sont pas réalisés dans les normes. Donc ces pertes viennent d'augmenter le volume de lac. Un recensement est prévu pour l'ensemble des puits pour avis technique. De l'Mnia, Mahfoud Karkar pour Algéchin 3. Présentation ce matin au Palais de la Culture, celle d'un nouvel ouvrage de recherche scientifique et anthropologique sur le Melouf constantinois. Cette initiative constitue un premier jalon de toute une démarche visant à inscrire ce genre ancestral algérien dans la liste du patrimoine mondial immatériel. Le ministre de la Culture qui présidait la cérémonie est revenu sur la stratégie nationale visant justement à sauvegarder ce riche patrimoine. Zohir Balalou, des propos recueillis par Hanan Seissi.
Ces succès sont la preuve vivante que l'État est sérieux dans sa démarche, cohérent dans sa stratégie et considère que la culture est la première ligne de défense de la nation et de son identité. Sur cette base, les efforts se poursuivent aujourd'hui pour préparer un dossier complet visant à proposer l'inscription du Malouf sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cet effort est un devoir national. Le dossier est le fruit d'une recherche scientifique et d'une documentation minutieuse. Il comprendra tous les éléments de cette forme d'art authentique, les 13 noubettes de l'école constantinoise, les instruments de musique qui les accompagnent, les textes poétiques hérités et les techniques d'interprétation transmises par les maîtres et les cheikhs à travers les générations. La publication de l'ouvrage Sfinat al-Malouf, École de Constantine, constitue une pierre angulaire de ce projet national majeur. Il s'agit d'une référence documentaire unique qui rassemble des documents dispersés à travers les âges et les rassemblements. Il nous fournit des éléments scientifiques et historiques qui enrichissent le dossier d'archives. Il renforce également le statut du Malouf en tant qu'école distincte. La foire de l'artisanat vit ces derniers moments à Béjaïa. Plusieurs localités ont été concernées durant cet été. Les artisans ont salué l'initiative. Aris Chachoua s'y est rendu. Des centaines d'artisans créateurs dans divers métiers venus de plus de 22 wilayas sont accueillis durant 2 mois en ambassadeurs de leur région à travers leur art et leur création. Hassan Marzouk, vice-président de la PC de Béjaïa. La PC de Béjaïa collabore avec la CAM pour la réussite de cet événement en facilitant avec les autorisations et les moyens logistiques. Il s'agit là d'un grand événement. Nordine Saadeli, cadre à la CAM de Béjaïa, revient sur l'organisation technique. Le nombre de participants dépasse 100 artisans pour chaque période. Parmi les produits exposés, on a la poterie, céramique, les bijoux traditionnels, les produits de décoration, l'huile essentielle. Les artisans ont exprimé leur satisfaction, en particulier la convivialité, la sécurité et surtout les efforts déployés par les pouvoirs publics en faveur de la promotion de l'artisanat. Nous sommes une entreprise artisanale qui fait de l'huile de figue de Barbaris. Elle est faite avec des mains algériennes, avec des machines algériennes. C'est surtout avec la politique actuelle de start-up, avec des labos de recherche, etc. Entre convivialité, sécurité et savoir-faire, la ville de Béjaïa s'impose le temps d'un été comme une véritable vitrine de l'artisanat algérien. Béjaïa, Aris Chachoua, Adjichin 3. L'actualité sportive à présent avec vous, Rostom Yahya Sherif, bonjour. Bonjour. Direction Tokyo pour les mondiaux d'athlétisme. Avec l'entrée en lice, c'était cette nuit de Zahra Tatar au lancer de marteau et Haytham Shnitef au 1500 mètres, les deux éliminés dès le premier tour. Tous les détails avec notre spécialiste Malik Louala. Le moindre qu'on puisse dire sur l'élimination des athlètes algériens, c'est qu'ils n'étaient pas à leur meilleur niveau, à commencer par la lanceuse de marteau Zahra Tatar qui a occupé la 17e place du groupe B. Et quand on sait que la qualification s'est jouée à 70 mètres 70 et que le record national de Tatar est à 70 mètres 82, elle peut nourrir quelques regrets. Et du côté du 1500 mètres, messieurs, Haytham Shnitef a lui aussi été éliminé dans une course où il n'a à aucun moment trouvé sa place et se classe ainsi à la 13e place avec un temps très moyen de 3 minutes 45 secondes et 13 centièmes. Lui qui a un record personnel à 3 minutes 34 secondes et 7 centièmes. Un 1500 mètres qui a connu plusieurs surprises, à commencer par l'élimination prématurée du meilleur performeur mondial de l'année, le français Azzedine Habs, ainsi que le vice-champion du monde de la discipline, le norvégien Jakob Ingebrigtsen. Quant au champion olympique, l'américain Cole Hooker, ainsi que les britanniques Jake Whitman et Josh Kerr, respectivement champions du monde à Budapest et à Eugene, sont bien présents. Il y a eu également le marathon féminin remporté au sprint final par la Kenyane Perez Jepchirchir en 2h24 minutes et 43 secondes devant la numéro 1 mondiale, l'Éthiopienne Tigist Assefa. Lors de la session de cet après-midi, 5 finales sont au programme avec notamment celle de l'épreuve reine du 100 mètres plat qui verra chez les dames à partir de 14h heure algérienne une confrontation très attendue entre l'américaine Melissa Jefferson et la championne olympique, la Sainte-Lucienne Julianne Alfred, pour finir par la finale du 100 mètres plat messieurs qui désignera l'homme le plus rapide de la planète et ça sera à partir de 14h20 heure algérienne.
Autre championnat du monde, pas loin de Tokyo, du côté de Manille, aux Philippines, la sélection nationale de volleyball messieurs qui entame aujourd'hui sa participation au championnat du monde qui se déroule aux Philippines en affrontant les Italiens tenants du titre. Ça sera cet après-midi à 14h. L'Algérie qui a été versée dans le groupe F en compagnie de l'Italie, l'Ukraine et de la Belgique. Et puis autre compétition internationale, championnat arabe de basketball des clubs dames, le groupement sportif de Consider qui joue également aujourd'hui son 3e match du championnat arabe qui se déroule à Médine en Arabie Saoudite face aux Koweïtiennes d'Al Qarin. Ça sera à partir de 13h heure algérienne. Merci Rostom. Selma Figuir et Adouan Siassi étaient à la réalisation de ce journal. Il y avait Samir à la console technique, Yassine au streaming et Ikram à la régie d'antenne. Tout de suite on retrouve Soraya Zintar pour la météo.